Donc on sait que le président ukrainien Viktor Yushchenko entretient des relations privilégiées avec son homologue géorgien Mikhail Saakashvili. Au plan politique, les deux pays coordonnent leur politique étrangère, dans le cadre du GUAM notamment, pour se rapprocher des États-Unis et de l'OTAN. On sait également que l'Ukraine figure parmi les principaux fournisseurs d'armement de la Géorgie. L'Ukraine a fourni entre autres des chars, des systèmes de défense antiaérienne, qui sont d'ailleurs à l'origine de certaines des pertes de l'aviation russe durant le conflit dans le Caucase au mois d'août. Enfin, il y a une relation plus personnelle entre Yushchenko et Saakashvili, puisque Yushchenko est le parrain du dernier fils de Saakashvili. S'agissant des répercussions en Ukraine elle-même, il faut dire que le conflit en Géorgie a profondément divisé l'Ukraine, sa classe politique, sa société également. Je l'ai dit, Viktor Yushchenko s'est affiché immédiatement aux côtés de son ami Saakashvili. Il s'est d'ailleurs rendu à Tbilissi au mois d'août pour confirmer ce soutien. En revanche, et ça doit être noté, le Premier ministre ukrainien, Yulia Tymoshenko, a été beaucoup plus prudente. Elle a notamment évité d'utiliser le terme d'agression pour qualifier l'opération militaire russe, ce qui lui est d'ailleurs reproché par le président. L'autre grand parti ukrainien, le parti des régions de Viktor Yanukovych, lui s'est aligné sur la position russe puisqu'il a appelé à la reconnaissance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Donc cette affaire géorgienne est une affaire très importante pour l'Ukraine, pour sa politique étrangère, pour également sa stabilité politique intérieure. Dernier signe de cette division au sein de la classe politique sur l'affaire géorgienne, c'est l'incapacité au Parlement à voter une motion. Il y avait 11 textes déposés par des groupes parlementaires et aucun n'a obtenu de majorité. Donc cela illustre bien la grande cacophonie qui règne à Kiev à la suite de la crise en Géorgie. Franchement, c'est difficile à dire à ce stade. Il faut revenir un petit peu en arrière, se souvenir du sommet de Bucarest qui a eu lieu début avril. On se souvient qu'à l'époque, la question de l'Ukraine et de la Géorgie était au centre des débats et qu'il y a eu une profonde division entre les États membres de l'OTAN, entre les pays qui étaient prêts à octroyer à ces deux États le Membership Action Plan, qui est un petit peu le début de la phase concrète de rapprochement avec l'Alliance Atlantique. Ces pays sont les États-Unis, bien sûr, la Grande-Bretagne, les Baltes, les Polonais. Et de l'autre côté, vous aviez certains pays de la vieille Europe, entre guillemets, qui ont adopté une attitude plus prudente, estimant que l'octroi du Membership Action Plan était prématuré à ce stade. Parmi ces États figuraient l'Allemagne, la France, l'Italie, le Benelux également. Alors, est-ce que l'affaire géorgienne a fait évoluer les positions des uns et des autres? Encore une fois, ce n'est pas évident à ce stade. Ce qu'il est certain, c'est que les pays qui étaient favorables à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et à l'accélération de ce processus voient dans l'affaire géorgienne des arguments supplémentaires pour inviter rapidement l'OTAN à rejoindre l'Alliance Atlantique. Est-ce que l'opération militaire russe a ébranlé les certitudes des Allemands et des Français? Difficile à dire. On a quand même vu que le chancelier allemand Angela Merkel avait fait des déclarations assez dures à Tbilissi, également lors d'une visite à Stockholm, ce qui fait dire à certains que la solidité de l'alliance germano-russe est sujette à caution. D'autres estiment en revanche que rien n'a véritablement changé. Apparemment, je dirais le pilier de la contestation anti-OTAN, c'est l'Italie. Enfin, l'Italie est aujourd'hui le pays qui est, je dirais, le plus près des positions russes, qui est le plus réservé sur l'octroi du Membership Action Plan à l'Ukraine et à la Géorgie. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le vice-président Dick Cheney, qui a effectué une visite en Europe ces derniers jours, s'est arrêté en Italie, précisément pour convaincre le Premier ministre italien de modérer son tropisme russe. Alors le sommet de Paris, entre l'Union européenne et l'Ukraine, qui devait initialement avoir lieu à Évian, accouche finalement d'un accord à minima entre l'Union européenne et l'Ukraine. Alors certes, il y a certains éléments qui sont présentés comme des avancées.
Le fait en particulier que soit évoqué pour la première fois un accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne, un accord d'association qui pourrait être finalisé en 2009. Le fait également que on parle de la suppression des visas pour l'Ukraine. La déclaration finale fait également mention d'une communauté de valeurs et d'histoire entre l'Ukraine et l'Union européenne. Tout ça est positif. Tout ça doit beaucoup d'ailleurs à la volonté du président Sarkozy qui depuis plusieurs mois souhaitait lancer un signal fort en direction de l'Ukraine. Ceci dit, le verre est également à moitié vide dans la mesure où l'une des principales attentes ukrainiennes, à savoir la mention d'une perspective d'adhésion, eh bien, cela est absent du document. Je dirais comme dans le cas de l'OTAN, il y a un certain nombre de pays européens qui sont assez réservés, qui ne souhaitent pas accélérer les choses. Là, c'est plutôt l'Allemagne et surtout les Pays-Bas. Les Pays-Bas, on s'en souvient, qui avaient rejeté la Constitution et où l'idée d'élargissement n'est pas très populaire.